Coucou, bienvenue dans Moment Mode, le podcast qui t'invite à découvrir l'univers de la mode autrement. Ici, on parle de comment la mode influence notre quotidien, ses bons et ses mauvais côtés, et on explore des approches comme la seconde main, les marques locales et le fast fashion. Mais inquiétez-vous pas, on va aussi discuter de notre palette de couleurs et de petits conseils stylistes. Il y en a pour tout le monde. Alors installe-toi confortablement, prépare-toi pour aller courir ou faire ta petite marche de la journée. C'est l'heure de ton moment mode, ton moment à toi. Rebonjour dans ce deuxième épisode, deuxième partie du podcast Moment Mode. Donc aujourd'hui, on va continuer ce qu'on avait entamé il y a 2 semaines. Je vous conseille fortement d'aller écouter l'épisode 2, partie 1, si vous ne l'avez pas fait, parce que sinon, il y a peut-être certaines choses que vous allez un peu moins comprendre. Mais sinon, pour nous remettre un peu dans le bain de tout ce qui s'est passé, on a accueilli au podcast Jeanne-Claude et Thomas qui travaillent chez Concertation Montréal et qui parlent un peu des dossiers du textile et du gaspillage textile. Ils nous ont parlé un peu des répercussions qu'avait la mode dans d'autres pays. On a parlé un peu de fast fashion, de textile et on continue aujourd'hui cette belle discussion et on embarque tout de suite. Alors sans plus attendre, bienvenue dans la deuxième partie de Moment Mode. Mais justement, on parle de fast fashion, mais est-ce qu'on peut dire un peu c'est quoi le fast fashion exactement? Ben, le fast fashion, c'est un type d'entreprise mode là, qui est apparu dans les années 60 avec Zara notamment. Fait que le but, c'était de produire des looks, comme Janie l'expliquait en fait déjà tantôt, des looks qui sont très proches des looks qu'on voit dans les défilés, mais donc très tendance, mais à très bas coût puis très rapidement. Fait qu'il faut toujours être très très proche des tendances, ça que c'est produit d'une semaine à l'autre là. Aujourd'hui, on a la réalité qui vient ensuite, qui est plus contemporaine, fait que l'ultra fast fashion avec les mouchines, etc. Là, c'est on produit encore plus vite, encore moins cher, puis encore plus proche des tendances qui elles-mêmes vont de plus en plus vite avec les trends, TikTok, etc., etc. Fait que généralement, donc, c'est produit ailleurs dans le monde pour que ce soit le moins cher possible, comme on vient de le mentionner. Puis, c'est nécessairement au détriment de la qualité des vêtements et des textiles. Fait que c'est pour ça qu'aussi c'est extrêmement problématique au-delà des conditions de travail, c'est que les vêtements tiennent même pas longtemps, mais en même temps pour les consommateurs c'est pas grave parce qu'un t-shirt que j'ai payé $3, c'est pas grave s'il tient que 3 fois. Mm-hmm. Fait que c'est pas mal ça. Puis est-ce que c'est par ça qu'on entend le gaspillage textile? Ben oui, parce que le fast fashion et l'ultra fast fashion causent énormément de gaspillage textile, qui est au final, qu'est-ce qu'on fait avec nos vêtements en fin de vie? C'est des ressources qui ont été extraites, qui ont été produites et qu'on utilise peu, qu'on n'utilise pas à leur plein potentiel et qui finissent plus rapidement dans des centres d'enfouissement ou qui sont incinérés. Donc, on a comme tous la responsabilité, on gère tous dans notre garde-robe des vêtements en fin de vie, on a tous la responsabilité de se questionner sur comment est-ce que je peux allonger sa vie. Est-ce que c'est justement s'il est en bon état par le don? Est-ce que c'est en le transformant soi-même s'il n'est plus en bon état? Moi, je commence le jardin bientôt, on a toujours besoin de tricot extensible pour attacher nos plants de tomates. J'ai toujours 2-3 t-shirts qui sont en fin de vie pour les utiliser de cette façon-là. Moi, je fais mes chiffons aussi avec des vieux vêtements. Donc, ça, c'est la responsabilité de tous et chacun d'essayer d'en envoyer le moins possible à l'enfouissement. Le gaspillage textile, ça se passe malheureusement pas juste dans nos garde-robes. Il faut penser que l'industrie en génère aussi énormément. Pour les gens qui ne le savent pas, quand on fait de la confection, donc quand on coupe des vêtements sur le tissu, on a des patrons qui sont placés sur le tissu, qui sont placés d'une façon stratégique aussi pour que le vêtement ne se déforme pas. Donc, ils suivent le droit fil, le droit sens du tissu, ce qui fait en sorte qu'il y a toujours beaucoup de pertes de tissu. Et franchement, un chiffre moyen, c'est 20% du tissu qui va aller directement aux poubelles. Donc, c'est une matière neuve qui ne sera jamais utilisée parce qu'en faisant le placement
la découpe du vêtement, c'est carrément du rejet. Fait que si on pense, là, tu sais, s'il y a 100 milliards de vêtements qui sont produits chaque année, 20% de pertes qui peuvent venir avec ces 100 milliards de vêtements-là, c'est énorme. Donc, c'est aussi ça, le gaspillage textile. Il y en a à tout moment de la chaîne de valeur, la chaîne de production du vêtement, non seulement dans nos garde-robes. Et pourquoi est-ce que c'est si difficile de ralentir notre consommation de vêtements? Il y a une diversité de choix qui est quand même effrayante. Là, on parle de plusieurs milliers de nouveaux modèles par jour sur les plateformes comme Shein, etc. Fait que c'est très facile d'y retourner, de scroller, de chercher, de prendre ce réflexe, d'aller regarder s'il y a des nouvelles choses, puis de les mettre dans son panier, puis de les acheter. Tout ça se fait extrêmement vite avec l'ultra fast fashion. Tout est sur des plateformes en ligne. Donc, puis le marketing aide à ça. Il y a une campagne qui est sortie il n'y a pas longtemps c'est mon gros sujet en ce moment tellement ça vient me chercher là, mais tu sais, qui dit comme la mode c'est pas fait pour les riches, là, tout ça. Fait que, il y a aussi ça que comme on t'incite toujours, il y a tout le temps des rabais, tout le temps, comme par hasard, tout est à moins 20%, même tout c'est gratuit, puis tu payes juste la livraison, ça par rapport. Vraiment, c'est complètement fou. Puis rappelons que l'achat compulsif, c'est quand même une addiction, là, c'est un mécanisme psychologique et neurologique puissant, puis qui est renforcé par des facteurs sociaux et culturels comme ceux dont on vient de parler, avec scroller, acheter rapidement, tout ça, ça doit être livré le lendemain, le moins cher possible. Puis que c'est un peu comme de l'adrénaline ou du... Là, j'ai pas les bons termes, mais d'avoir quelque chose de nouveau, ça fait du bien. Comme manger du chocolat ou comme aller faire une course, ou c'est comme une hormone, que ça te produit, t'es heureux quand t'as quelque chose de nouveau, on dirait, mais ou c'est juste la psychologie que ça te fait ça, mais je pense que je sais pas si ça a quelque chose à voir avec ça. Ben écoute, je ne suis pas une neuropsy, donc je ne m'avancerai pas dans les termes officiels, mais je recommande énormément la lecture du livre de Valérie Simard, une journaliste à la presse qui a écrit un an de détox vestimentaire, donc qui, elle aussi, s'est donné comme défi de moins acheter de vêtements. Et elle fait une entrevue avec une psychologue qui, franchement, met les mots justes, les concepts justes sur ce qu'on vit malgré nous, ce que notre cerveau nous fait vivre sans qu'on le réalise et ce qui nous pousse justement à la consommation. Là, c'est franchement une lecture que je vous recommande parce que quand on disait tantôt, moi et Thomas, qu'on a l'impression, parce qu'on baigne dans cette industrie-là, puis qu'on connaît bien les pièges, qu'on est capable d'éviter les pièges, mais ça, je trouve que c'est des pièges psychologiques qui sont vraiment intéressants à amener à la conscience parce qu'ils sont présents, qu'on le sache ou non. Mm-hmm. Puis si on parle un peu de gestion des textiles post-consommation, donc après leur chemin de vie dans notre garde-robe, est-ce que les dons de vêtements, ça suffit à contrer le problème du gaspillage textile ou c'est un mythe, tout ça? Ben, c'est sûr que ça peut pas suffire. Puis c'est quand même un truc qu'on entend. Ah, ben moi, je donne à Magazine Ta Solution, j'entendais ça tout le temps. Ah oui, moi, je donne. Mais c'est absolument pas une fin. Là, puis on pourra en parler plus en détail aussi dans les prochaines questions. Mais contrer le problème de la surconsommation, ça répond pas au problème de la surconsommation. Parce que si tu surconsommes en te disant juste, c'est pas grave, si je le porte pas, je vais le donner. Tu sais, les friperies, il faut se dire... Elles le reçoivent, le vêtement, puis elles doivent le gérer, puis elles aussi, après, doivent éventuellement le vendre ou le distribuer. Fait que moi, c'est Valérie Tondreau du Chaînon qui m'avait dit un truc qui m'a marqué. Elle m'a dit, tu sais, quand nous, un vêtement, à partir du moment où tu me donnes un vêtement, il me coûte de l'argent. C'est comme, parce que moi, il y a toute une gestion derrière. Fait que donner, ça n'aide ni nécessairement les friperies si c'est trop, puis on rachète pas sa conscience avec donner. C'est quand même une bonne pratique. Tu sais, ça peut être un début c'est une bonne pratique de donner. Je veux pas que les gens pensent que je dis que c'est pas une bonne pratique de donner, mais c'est pas suffisant. Ta question est est-ce que ça suffit? Ça ne suffit pas, mais c'est une bonne pratique. Puis parenthèse, mais le Chaînon, c'est une friperie à Montréal. Il y a 2 succursales et c'est en fait les dons qu'ils ramassent, c'est pour aider les femmes dans le besoin. Et ils ont même une partie dans la boutique où c'est une boutique un peu gratuite aussi. Une femme a besoin d'un manteau d'hiver maintenant pour son fils, elle peut aller le chercher et ça va être gratuit pour elle. Donc c'est quand même une belle initiative qu'on a ici. On a de la chance d'avoir cette friperie-là à Montréal. Mais oui, t'allais
ajouter? Ben moi, je veux surtout ajouter que c'est beau, là, une fois qu'on a donné notre vêtement, mais il faut qu'il y ait des gens qui aient acheté ces vêtements-là. Puis des fois, il y a la pensée, moi, je l'entends beaucoup moins maintenant, mais je l'ai souvent entendu de, ben là, moi, j'ai de l'argent, je ne vais pas aller en friperie, je ne veux pas enlever l'argent aux pauvres. Tu sais, c'est vraiment quelque chose que je trouve qui reste, mais ce que les gens réalisent peut-être pas, c'est la quantité de vêtements que les friperies reçoivent. Ils ont besoin d'autant d'acheteurs qu'ils ont de donateurs, parce que le geste de donation au Québec, c'est quand même quelque chose qui est bien intégré. Ce qui est peut-être moins bien intégré, c'est ce qu'on donne, la qualité de ce qu'on donne. On a tendance à donner un peu tout et n'importe quoi en se disant, ben justement, comme les pauvres qui ont rien, ben ils vont prendre ça au lieu de rien, mais c'est pas la réalité, là. Quand tu vas en friperie, faut quand même que tu achètes les vêtements, là. Si tu as le choix d'acheter un vêtement troué ou non troué, tu vas prendre celui qui est pas troué généralement. Et là, je dis ça, ben au tri, ben les friperies veulent pas mettre des choses qui sont pas en bel état. De toute façon, ils reçoivent tellement de stock, ils peuvent bien se permettre de mettre juste ceux en bon état. Donc, moi, en disant ça, je veux surtout sensibiliser les gens à, si on est pour donner des vêtements qui sont pas lavés, qui sont tachés, qui sont troués, c'est là que Thomas a raison de dire ça coûte énormément d'argent parce qu'ils vont devoir, ils pourront pas les mettre en vente, ils pourront pas faire de l'argent avec ces vêtements-là, ils vont dépenser de l'argent pour traiter ces vêtements-là. Donc, il y a comme aussi des gestes de bons donateurs à faire, à avoir, et ça, c'est super important. Puis si ça peut motiver aussi les gens à mieux entretenir leurs vêtements, parce que ça, c'est un défi quand même pour plusieurs. On a de la difficulté à mettre du temps, de l'énergie, hein, parce que c'en est. C'est du temps, c'est de l'énergie, bien entretenir ses vêtements, mais c'est payant pour l'environnement parce que ça fait en sorte que, ultimement, il va pouvoir avoir plus d'une vie. Puis, on m'en parle un peu, mais comment on fait pour repérer un vêtement de qualité, soit en friperie ou en boutique? Ça, les gens, moi, souvent, ils me disent, j'ai pas étudié en mode, je connais rien à la mode. Ça intimide énormément les gens, mais c'est vraiment plus simple qu'on le pense. Ça demande juste d'observer le vêtement. On a tous des yeux, on a tous des mains, on est tous capables de le faire. Tourner le vêtement, regarder les points d'usure. Hein. On connaît aussi dans notre garde-robe, c'est quoi les endroits qu'on use souvent, les vêtements. Il y a beaucoup de femmes que ça va être la friction à l'entrejambe. Donc, tu sais, si on regarde le jeans avant de l'acheter à l'entrejambe, il est construit comment? Y a-t-il beaucoup de spandex? Ah, s'il y a beaucoup de spandex, c'est sûr qu'il peut devenir plus instable rapidement. Puis là, je dis ça, bon, ça, c'est moins des connaissances de tous, mais après, quand on regarde les coutures, est-ce que j'ai des fils qui dépassent? Si j'ai des fils qui dépassent, bien, il y a moins d'attention qui a été donnée à ce vêtement-là. Il n'y a peut-être pas eu de contrôle qualité aussi s'il y a des fils qui dépassent. Les boutons, est-ce qu'ils sont bien fixés? Pour qu'un bouton soit bien fixé, c'est sûr qu'un point en croix, c'est toujours mieux. Donc, juste regarder les détails, les finitions de façon très, très simple pour voir est-ce qu'à mon œil, ça fait du sens ou ça a de l'air lâche, lousse. Puis bon, après, c'est sûr qu'il y a tout ce qui est un peu garniture de renforcissement. Tu sais, je pense aux rivets souvent au coin des poches dans les jeans. Ça va renforcer, ça va empêcher que la couture lâche. Il y a des points d'arrêt. Il y a des coutures... à vrai dire des piqûres ou des surpiqûres qui sont des coutures de renforcissement qui sont visibles soit de l'extérieur ou soit de l'intérieur du vêtement. Généralement, là, on ne se trompe pas, plus qu'il y a de couture, plus que ton vêtement est solide. Fait qu'il y a quand même... Tout le monde est capable d'observer un vêtement et de se questionner, est-ce qu'il m'a l'air solide? Puis, tu sais, des fois, on peut tirer un petit peu dessus, voir comment il réagit. Fait que j'invite les gens à être un petit peu plus curieux quand ils achètent leurs vêtements. Puis moi, c'est ce que j'aime beaucoup de la friperie, c'est que des vêtements dans un centre commercial, c'est difficile de savoir comment ça va vieillir. C'est vraiment difficile. On a tous des vêtements qui sont boulochés, là, donc il y a un peu des peluches qui se sont formées sur le dessus du vêtement, puis ça enlève son look assez rapidement. On a moins envie de les porter, même s'ils sont encore dans une bonne forme, tu sais. Mais quand on va en friperie, bien, généralement, puis là, c'est malheureusement moins maintenant quand on parle d'ultra fast fashion, mais généralement, les vêtements ont été portés, ont été lavés. Fait qu'on a l'heure juste sur comment ils vont vieillir. Ils sont déjà vieillis. S'ils avaient à rapetisser, ils ont déjà rapetissé. Donc, pour moi, il y a comme un gage de je sais à quoi le vêtement va ressembler après avoir été porté quelques fois. Puis, est-ce que justement, il y a des bons réflexes ou
certains réflexes qu'on peut adopter quand on magasine, même dans les grandes chaînes, autre que juste de regarder la qualité. Fait que je reviens à ce que je disais tantôt sur vraiment se poser des questions. Donc moi, un moyen mnémotechnique que j'aime vraiment beaucoup, c'est la méthode bisou qu'on doit se poser au moment de prendre une décision d'achat ou même avant de magasiner, là, quand on cherche quelque chose de précis. Donc il y a B pour besoin. Donc à quel besoin répond ce vêtement? Pourquoi j'aurais besoin de ce vêtement? Immédiat, est-ce que je peux attendre quelques jours avant de me décider? Semblable, est-ce que j'ai déjà quelque chose de similaire chez moi qui répond aux mêmes besoins, fait que j'aurais pas besoin d'acheter quelque chose qui pourrait faire l'affaire. Origine, le vêtement il a été produit où, puis avec quelles conditions, puis dans quelles conditions de travail, mais aussi on peut se questionner à ce niveau de questionnement-là sur la composition du vêtement, donc les fibres, etc. Puis utile, est-ce que je vais le porter souvent, puis est-ce que je peux continuer de m'en passer? Fait que c'est vraiment un moyen très facile pour soulever ça. Puis, pour vrai, ça marche, là. Des fois, même, t'es rendu au I, là, puis c'est bon, non, finalement, l'envie m'est passée, l'adrénaline est redescendue, j'ai vraiment pas besoin de cette affaire, puis c'est ça. Est-ce que on peut vraiment concilier mode, plaisir et durabilité? Ben oui, parce qu'il y a tellement d'alternatives, tellement de manières de consommer différentes, que l'important, c'est de trouver vraiment... Il ne faut pas dire à quelqu'un consomme de telle manière, c'est vraiment de trouver ton modèle de consommation vestimentaire ou autre, d'ailleurs là on parle vraiment de tout, qui répond à tes besoins, tes attentes, puis qui peut réduire l'impact de ta consommation. Fait qu'est-ce que tu as envie de faire des choix avec tes amis? Est-ce que tu as envie d'essayer le seconde main? Il y a énormément de gens, nous on a rencontré dans le magasin Ta Solution une fille, c'est son premier achat seconde main. Est-ce que j'ai envie de me lancer un défi détox vestimentaire? C'est aussi un mode de déconsommation là, qui peut être... Fait que c'est vraiment trouver ce qui te challenge et ce qui te plaît. Je sais pas si tu veux compléter, Janie. Ben moi, je rêve que les gens aiment qu'est-ce qu'ils ont dans leur garde-robe. Tu sais, je pense qu'il y a plus de réflexion. Thomas vient de parler de la méthode bisou. Tu sais, c'est quelque chose qui permet de contrer l'achat impulsif. Mais est-ce qu'on peut développer d'autres astuces dans notre cerveau pour contrer l'achat impulsif, qui est, ce vêtement-là, moi, j'ai envie d'avoir du plaisir longtemps à le porter. Fait que je vais pas acheter quelque chose que je sais que mon plaisir va être éphémère parce que le look est ben trop éclaté pour que je le reporte plein de fois. Fait que les gens retombent en amour avec leurs vêtements. Pour moi, il y a quelque chose de super intéressant aussi au niveau de diminuer notre charge mentale. Là. En tout cas, moi, pour moi, tout est synonyme de plaisir. Là, réduire ma charge mentale puis aimer porter mes vêtements. Et sinon, le plaisir pur et dur, moi aussi, je trouve qu'il y a un aspect de communauté. Tu sais, on l'a dit, les vêtements, tout le monde en porte. On vit sensiblement tous les mêmes enjeux avec nos garde-robes. Donc, pourquoi pas se créer des réseaux? J'aime beaucoup l'exemple du Schwab Club à Montréal parce que c'est vraiment une communauté qui s'est bâtie autour de l'échange de vêtements. Et vraiment, je mets l'emphase sur le mot communauté, des personnes ayant sensiblement les mêmes valeurs qui se rencontrent dans un point, dans une place physique où est-ce qu'ils peuvent échanger. Donc, tu sais, on est vraiment au-delà du fait de s'habiller, là. Il y a un contact humain, il y a un plaisir humain. Puis c'est la même chose pour d'organiser des soirées. Là. Tu disais justement organiser entre amis. Moi, dernièrement, avec une de mes amies, on était deux à réviser sa garde-robe avec elle. Fait qu'on s'est assis sur son lit, elle nous passait sa garde-robe. Elle avait besoin d'aide pour faire du ménage dans sa garde-robe. Puis on était capable, on n'a pas la même émotivité par rapport aux vêtements à ses morceaux qu'elle. Donc, on était capable vite de dire comme non, ça ne te va plus. Ça, mets-le en donation. Ça, il y a un potentiel de vente. Donc, c'était un exercice qui a été super le fun. On a eu tellement de plaisir dans cette journée-là. Fait que je voudrais que les gens réalisent qu'ils peuvent s'entourer de gens pour les aider. Est-ce que c'est de faire une soirée de réparation entre amis ou est-ce qu'on regarde des tutoriels puis qu'on se montre tout comment faire, on s'entraide. La broderie, c'est quelque chose de super intéressant d'aller suivre un atelier en gang, entre filles, en groupe, avec des hommes. Hein. On veut inclure les hommes aussi dans cette démarche-là, bien sûr. Donc, pour moi, la mode est synonyme de plaisir. Fait qu'après, comment est-ce qu'on le conjugue pour qu'on ne tombe pas dans la surconsommation puis qu'on accentue l'aspect de durabilité de nos vêtements? On peut tout autant être dans un plaisir, il va juste être un peu différent, mais il risque d'être beaucoup moins solitaire que devant notre écran à scroller à l'infini pour trouver des morceaux intéressants.
Mais c'est vrai que moi aussi, j'ai souvent fait ça avec mes amis parce que même si je suis styliste, j'ai quand même beaucoup de misère, moi, avec mes vêtements. Ce que je veux dire, c'est que souvent, je suis très attachée justement émotionnellement à mes choses parce que je sais pas, j'ai porté certaines choses à des événements ou peu importe, où je me dis, imagine qu'un jour je vais le reporter, mais non, tu sais, je le referai pas. Mais ce que j'aime, c'est de me faire un Pinterest. Puis on en a un peu parlé dans l'épisode 1. Je me fais un Pinterest, puis je le montre à mes amis, puis je dis, c'est ça le style que je veux avoir et que c'est ça. C'est les pièces que je veux garder. Fait qu'après ça, c'est eux qui m'aident à, OK, ben ça ressemble pas du tout à ce que t'as envie. Fait que c'est ça. Puis je trouve que c'est une activité vraiment le fun, puis on peut faire, tu sais, un par un, puis fait que je partage cette activité. Puis je me demandais, est-ce que vous avez vu justement une différence dans les habitudes de consommation selon les différentes générations? Ben, ce qu'on a pu observer, c'est quand même, tu sais, dans les générations les plus vieilles, tu sais, il y a quand même une connaissance de la matière, une reconnaissance de la qualité, des réflexes de réparation qui sont peut-être plus ancrés. Puis là, je fais pas une généralité, c'est plus une tendance générationnelle. Là. Mais parce qu'aussi, il y avait comme cet apprentissage dans la transmission, dans l'éducation aussi qui venait avec. C'est malheureusement très souvent limité aux femmes, là, mais tu sais, comme il y aurait eu intérêt à le démocratiser plutôt qu'à juste comme le stopper là. Puis ça s'est perdu en plus avec le temps, avec les générations. Mais tandis que chez les plus jeunes, il y a quand même, on parle beaucoup de fast fashion et tout, mais c'est pas vrai qu'il y a que des jeunes qui consomment du fast fashion. Fait qu'il y a quand même, je trouve, plus des réflexes de surcyclage. On va plus chercher à, tu sais, personnaliser, valoriser ce qui n'avait pas nécessairement de valeur. Il y a quand même des réflexes comme ça que je trouve très intéressants à mentionner. Recherche de seconde main, si tu parlais des réflexes de seconde main, je pense que les jeunes en ont peut-être plus. Ils ont plus ces codes-là que d'autres. Puis c'est ça. Puis après, il y a quand même des réflexes de consommation. Je suis pas sûr que les générations plus vieilles aient le réflexe d'aller sur Shein. C'est sûr qu'elles l'ont pas. Là, ça savent même pas ce que c'est des fois. Puis est-ce que vous voyez certaines erreurs des fois qui sont un peu plus fréquentes dans la consommation du vêtement? Ben, l'erreur fréquente, je trouve, puis ça revient à ce que tu disais tantôt également, c'est croire que certains gestes suffisent à absolument bien consommer. J'entends souvent oui, mais c'est de la seconde main, ou oui, au moins je donne mes vêtements comme tu le disais. Puis ces pratiques, elles sont positives, là, c'est pas ça que je dis, c'est super le fun, puis c'est bien d'avoir déjà cette conscience de ce que tu fais, ça veut dire qu'il y a quand même eu une réflexion qui a poussé à ça, mais parfois elles sont vraiment vues comme une fin. Puis c'est ça que je reproche et que je considère comme une erreur. Il n'y a aucun vêtement qui est parfait, ils ont tous un impact. L'essentiel, c'est quand même de rester curieux et de se challenger, je trouve, d'aller un peu plus loin, puis de se dire, comme, OK, ça, je le fais bien, ça devient un réflexe, par exemple, la seconde main, ben, c'est quoi ma prochaine étape? Puis pas se reposer sur ces acquis-là. Moi, j'y vais un peu dans un autre sens. Je trouve que l'erreur la plus fréquente, c'est de prioriser le prix au lieu de la durabilité. Puis bon, j'ai nommé de la charge mentale. Pour moi, acheter beaucoup de vêtements, il faut les gérer, ces vêtements-là. Il faut les gérer dans sa garde-robe, faut se faire des kits, il faut les gérer dans sa fin de vie. Des fois, j'ai l'impression que les gens ne réalisent pas qu'ils ne se font pas toujours un cadeau en accumulant autant de choses. Puis, pour moi, toute la discussion qu'on a, ça peut être associé aux vêtements comme ça peut être associé à n'importe quel autre produit de consommation. Puis, souvent, le pas cher revient plus cher qu'on le pense. Parce que sur le long terme, il faut considérer le coût par utilisation. Il faut considérer aussi le coût de remplacement. Moi, j'invite les gens à considérer leur temps de magasinage. Donc, ça, pour moi, c'est une erreur de penser que c'est plus simple, moins cher que d'acheter justement des vêtements, surtout quand on parle de fast fashion, d'ultra fast fashion, parce qu'il y a du peu cher en friperie aussi. C'est ça qui est aussi l'intérêt, qui est de trouver du peu cher de très bonne qualité. En tout cas, ça c'est ma quête personnelle en friperie. Et sinon, l'autre chose, c'est que les gens se font souvent piéger par les promotions. Les marques qui incitent à acheter plus, on le voit aussi avec la livraison gratuite, c'est aussi psychologiquement, là, oh là là, c'est un fléau. Là, on essaye tous d'atteindre ce montant de livraison gratuite, sauf que on réalise pas qu'au final, on a juste dépensé plus pour dépenser moins, tu sais. Fait que
Puis tout ça, passe par de la surconsommation aussi. Est-ce qu'on peut être à la mode sans acheter neuf, selon vous? Tellement. Ça fait longtemps que je travaille dans un centre commercial, mais mes dernières expériences, j'étais traumatisée de voir la même offre dans tous les magasins. Fait que, tu sais, quand tu as envie, la mode, on l'utilise pour exprimer notre personnalité. Quand tu as envie de te démarquer, pour moi, acheter du neuf, ça passe comme même plus par ça. Ça passe beaucoup plus par trouver des choses uniques, différentes en friperie. Moi, c'est pour ça que j'aime autant la friperie d'ailleurs, et ça me permet d'avoir accès à une qualité de vêtements que j'aurais pas du tout accès à plein prix. Oui, rapidement, c'est sûr qu'on peut être à la mode. Ça va nécessairement ensemble. Ça reste un modèle pour trouver des vêtements. Puis nous, je ferai du pouce sur l'initiative qu'on a fait avec Lolita Dandois dans Magazine Ta Solution. On lui avait donné le mandat, pour lequel je la remercie encore d'ailleurs au passage, qui était vraiment le fun. Fait qu'elle prenait 2 mannequins, puis elle devait faire un look fast fashion, un look friperie, puis ça devait être comme le look vraiment le même, là, similaire, pour montrer la différence de qualité puis de prix. Puis elle a choisi dans son mandat il y a comme une trend cowboy là un peu en ce moment, western, là, voilà. Fait qu'elle a vraiment choisi ça, puis on voit clairement que ça répondait à la tendance en étant entièrement chiné en friperie, mais avec une qualité 100 fois supérieure, puis j'abuse même pas là, puis un prix qui est ironiquement le même, c'est même pas moins cher en seconde. Fait que oui, on peut être à la mode en friperie, c'est certain. Puis moi, je suis d'accord aussi. On dirait que c'est là où je trouve tout le temps des petites perles un peu plus, c'est ça, originales et uniques. Puis que, tu sais, je me souviens au secondaire, c'était tout le temps la peur de, oh mon Dieu, imagine, je vais dans un party, puis là, je porte la même chose que quelqu'un d'autre. Mais tu sais, en friperie, ça va pas arriver, ces choses-là. Mais donc, oui, moi aussi, je trouve que... Puis, tu sais, souvent, on va trouver des trucs peut-être un peu plus funky, ou ça va peut-être nous aider aussi, je trouve, à sortir un peu de notre zone de confort. Puis c'est ça que j'aime, puis c'est que on essaie un peu des choses, puis je le conseille à tout le monde. Essayez ça. Ben oui, puis un truc sur la friperie qui est plus personnel, mais que moi j'aime beaucoup, puis moi aussi je suis traumatisé des centres d'achat, et puis c'est la raison pour laquelle je peux pas y aller. Moi, voir des vêtements alignés, là, les mêmes sans vie, là, moi c'est vraiment pas possible dans un éclairage criard, là. Tandis qu'en friperie, savoir que mon vêtement a eu une existence vient profondément me chercher dans l'émotion, puis moi je le sais où j'ai acheté chacun de mes vêtements ou presque, là, tu sais, dans quelle friperie, puis tu sais, le mieux j'en sais, puis j'aime bien échanger. Des fois, tu as des friperies un peu plus de niche, là. Fait que, tu sais, puis je trouve ça, il y a une dimension, je sais pas, mais c'est vraiment personnel comme ressenti, là. C'est vraiment de l'ordre du ressenti, mais je le sais qu'ils ont une vie, ils ont une sorte d'âme, là, tu sais, puis j'aime beaucoup ça. Ouais, 100%. Moi aussi, c'est ça. Je peux nommer où est-ce que j'ai acheté toutes mes choses, dans quelle friperie, puis je trouve que c'est ça, c'est agréable aussi, tu sais, j'ai souvent magasiné pour des amis en friperie aussi, tu sais, on y allait, puis j'étais comme, OK, viens avec moi, fait que là, j'essayais de lui trouver des petites choses qui lui faisaient, puis je pense que ça peut être une petite activité de chercher, puis ça peut être drôle aussi, tu sais, tu vois une pièce, puis t'es comme, mon Dieu, il y a déjà quelqu'un qui a porté ça, fait que c'est une belle petite, c'est ça, c'est un beau moment, je trouve, puis ça fait encore plus l'aspect de je cherche ce que j'ai besoin, et pas comme waouh, il y a tellement de choses, c'est tellement facile de prendre plein d'affaires, en plus il y a ma taille. Mais tu sais, en friperie, c'est qu'il y a pas nécessairement ta taille dans ce que tu veux, fait que je trouve qu'il y a encore plus un sens. Oui, puis je rejoins beaucoup l'aspect humain qui a été mentionné, puis même qu'en anglais, tu sais, il y a un terme qui est beaucoup utilisé que moi j'adore, je trouve que c'est tellement parlant, c'est des vêtements pre-loved qui ont été aimés. Fait que je trouve que ça amène tellement la dimension, justement, humaine. Ça redonne les lettres de noblesse aux vêtements, tu sais, qui ont été vraiment perdus dans les dernières années. Tu sais, autant au niveau de la construction du vêtement, de l'artisanat du vêtement, mais aussi de l'histoire du vêtement. Puis comme quoi que ça devrait pas être du prêt à jeter, ça devrait être du prêt à porter pendant des années. Puis, on sait qu'en friperie, ben même en magasin, mais souvent plus en friperie, il faut, tu reviens, tu laves tes vêtements tout de suite parce qu'on sait jamais qu'est-ce qu'il y a, mais même en magasin aussi, j'ai appris que récemment, c'était très important de laver ton vêtement avant de le porter parce que justement, il y a peut-être plein de petites choses qui sont encore dessus sur le textile. Donc, c'est ça. Il y a peut-être des fois, à certains moments, que l'entretien est négligé. Puis je me demandais si vous aviez des conseils simples pour que ça soit
facile d'accès à tout le monde pour prolonger la durée de vie des vêtements. L'entretien est vraiment pas à négliger. Tu sais, il y a une statistique que j'aime bien, c'est que c'est le deuxième meilleur... C'est pas une statistique, là, c'est comme je sais pas une comment... tradition, une façon de parler. Voilà. C'est le deuxième meilleur investissement que tu peux faire dans ton vêtement après l'achat. Mais il y a plein d'idées reçues dans l'entretien en plus. Puis c'est ça qui me gosse dans l'entretien. C'est, tu sais, un vêtement lavé à l'eau froide, il va être lavé ton vêtement. Tu n'as pas besoin d'eau chaude. Tu sais, il y a aussi des réflexes à adopter sur tu sais, les couleurs qui délavent avec du vinaigre blanc. Ben, ça va te permettre que tes couleurs tiennent plus. Séparer le linge aussi. Moi, je sépare mon linge, pour éviter moi, je suis traumatisée d'une batch de blanc qui est devenue jaune. Là, Même chose. Rose, là. Non, traumatisée. ça, c'est lavé tout seul. Puis, le séchage aussi, tu sais, et séchage à l'air, ça fonctionne, hein, tu sais, et puis toute l'année aussi. Donc, la sécheuse n'est pas nécessaire. Puis, on n'a pas besoin de tout le temps laver nos vêtements. C'est pas un besoin. Nos vêtements n'ont pas besoin d'être lavés tout le temps. Ils ont besoin d'être lavés s'ils sentent mauvais ou s'ils sont tachés. Mais tu sais, le jean, on en parle beaucoup, c'est le meilleur exemple. Tu sais, un jean, ça peut être lavé très très peu dans sa vie avec toi. Tu sais, donc dans n'importe quel de sa vie aussi là. Mais fait que ouais, il y a plein de choses à faire pour l'entretien. Il y a plein de recettes de grand-mère qui existent. Il faut que les gens soient curieux. Tu sais, allez voir sur internet. Moi, il y a plein de vêtements que j'ai sauvés là avec des savons à la graisse de bœuf là pour des taches. J'ai pas besoin d'un pchit, je sais pas quoi, Dolorama là. Tu sais, il y a quand même des choses qui marchent vraiment, que je garde plus longtemps, qui sont moins toxiques, c'est ça. Mais je me souviens quand j'étais au cégep, j'étais dans un petit party et je me suis échappée du vin rouge sur un beau pantalon blanc. Et là, je savais pas quoi faire. J'ai parti une brassée de lavage, j'ai rien qui a fonctionné. J'ai mis du sel, ça fonctionnait pas. Puis là, le lendemain, je suis revenue chez ma mère puis elle m'a dit « Mets du citron sur ton pantalon ». Et pendant 2 semaines, j'ai appliqué du citron, j'ai frotté et c'est tout parti comme si je venais de l'acheter. Fait que c'est ça, des fois, il y a vraiment des petits trucs qui fonctionnent full, mais que jamais on pourrait penser que certains aliments peuvent faire cette fonction-là, tu sais. Puis, tu sais, je reviens à ce que je disais sur la transmission et l'éducation, c'est des choses qu'on nous apprend plus nécessairement, fait qui ne sont plus des réflexes pour nous, mais il y a quand même un accès à l'information qu'on a aujourd'hui qui est extraordinaire, fait c'est de l'information alliée, là, tu sais, puis il y a pas besoin de chercher 25 liens Internet, là. Le premier va te sortir, là, le Wikia ou je sais pas quoi, là. C'est ça. Puis moi aussi, ma mère m'a souvent, je l'ai souvent vu quand j'étais jeune laver ses vêtements à la main. Tu sais, il y a certains... des tricots qui, si tu mets à la laveuse, justement, il va avoir des bouloches ou des choses comme ça. Puis c'est très rapide, laver à la main. Tu fais ça dans un petit seau dans ton lavabo, peu importe. Puis c'est propre après aussi. Puis moi aussi, je suis quelqu'un qui va faire sécher mes vêtements à l'air parce que je trouve que le mettre à la sécheuse, ça va encore plus détruire ton vêtement. Puis mon appartement, il se fait tellement chaud que ça sèche en une journée. Fait que ça, pour ça, j'ai de la chance, mais c'est ça. Je vais peut-être essayer, tu sais, de le faire au moins une fois, tu sais, sur la corde à linge l'été. C'est le fun aussi de les faire respirer un petit peu. Puis je me demandais aussi, est-ce que réparer ces vêtements, vous croyez que c'est accessible à tout le monde, et même si on sait pas coudre? Parce que je sais que peut-être qu'avant, il y avait des gens qui avaient des petits cours de couture à l'école et tout, puis je sais que nos nouvelles générations, on n'a pas ça. Fait que je me demandais ce que vous en pensiez. Accessible, je pense que oui. Est-ce que tout le monde est obligé de le faire? Peut-être pas, parce qu'il y a accessible. Est-ce que c'est accessible en toi, dans ton développement de compétences, ou est-ce que c'est accessible dans la proximité? Il y a des professionnels, puis faisons-les vivre, là, ces commerces-là. Donc, mais testez. Je dis aux gens, prenez une aiguille, assistez à un cours, offrez-vous ça à Noël, faites quelque chose, mais testez juste, parce que des fois, juste passer le cap de le faire une fois, de pas se mettre la pression non plus que ça se voit. Tu sais, réparer un vêtement là, dans son envers, là, tu t'en fous que ce soit clean, nickel, t'es pas couturier, c'est pas ça qu'on te demande. Tu sais, c'est juste comme répare ton vêtement. Fait que tout ça pour dire la réparation visible, ça existe aussi. Puis je suis très triste, moi, qu'on apprenne pas ça comme je suis. Mais c'est vraiment, faut pas me lancer sur le sujet là, mais tu sais, qu'on apprenne pas beaucoup de choses aux gens dans leur consommation puis leur quotidien. Puis la couture, ça en fait partie là, parce que c'est rien des fois. Vraiment, c'est comme rien du tout. Moi, j'ai plein d'amis qui m'emmènent des choses maintenant. Oh, tu peux me faire mon bas de pantalon, mais s'ils me voyaient le faire et s'ils voyaient à quel point c'est ridiculement j'ai time consuming en tête, mais je sais pas. Ouais, ça prend pas énergivore beaucoup de temps, au niveau du temps, là, mais puis
devant une série. Là, moi, hier soir, j'ai fait un bas de pantalon pour le chum d'une amie. Puis j'étais devant une série, puis je faisais ça. Puis écoute, ma soirée est passée. Donc, ça se fait bien. Puis c'est un bon passe-temps à faire. Puis c'est vrai que c'est super pratique parce que juste, admettons, les chaussettes, c'est des choses qui se trouent tellement facilement et rapidement. Puis un petit coup d'aiguille, vite, c'est fini. Ta chaussette, tu peux la reporter encore, au moins 1 an, c'est sûr. Là. Fait que je trouve que moi aussi, il manque ces petits cours-là. En tout cas, si je pouvais retravailler l'éducation, c'est un autre sujet, mais il y a quelques petits cours que j'ajouterais qui sont vraiment pratiques. Puis c'est vrai que c'est une bonne idée de cadeau de Noël. Il y a l'Atelier Espace Fabrique. Eux, ils donnent beaucoup de cours de couture, justement. Puis même autant pour les débutants que les plus avancés, ils peuvent donner des cours privés. Là-bas, il y a un kit de couture que tu peux t'acheter où ils peuvent te prêter des patrons. En tout cas, fait que moi, je trouve que c'est vraiment pertinent. Puis cet endroit-là, il y a des professeurs qui viennent autant de la salle, de l'UQAM, de un peu partout. Fait que c'est ça. Je vous conseille. C'est une bonne idée, Thomas. Bien, moi, je ferais juste du pouce sur le fait que tu as nommé la réparation visible. C'est beaucoup moins intimidant que de se dire « c'est pas grave si ça paraît » que de viser à faire quelque chose qui est très, très net, propre, qui paraît pas du tout. Puis on l'a vécu dernièrement, justement, dans la boutique éphémère Magazine Ta Solution qu'on a menée. Et c'était tellement impressionnant de voir à quel point les gens étaient fiers de eux. Puis c'est un exercice qui paraît intimidant, mais qui, au final, est beaucoup plus accessible qu'on le pense. Juste en termes de coût, acheter une aiguille puis du fil, c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus cher, pas du tout. Et c'est ça, j'invite les gens à faire preuve un peu de courage, un peu d'audace pour essayer, tout simplement. Puis peut-être que vous allez détester ça, peut-être que vous allez dire, bon, plus jamais, c'est vraiment pas ma tasse de thé, je trouve ça difficile, puis j'ai pas le temps, j'ai pas cette énergie-là. Il y a des couturières professionnelles qui sont là pour le faire, mais testez. Moi aussi, je dis ça, testez. Puis est-ce que vous avez vu une évolution dans les mentalités depuis les dernières années? Autant peut-être c'est ça, encore une fois, pour les différentes générations? Bien, les gens sont certainement plus conscients de la problématique. Ça fait quand même plusieurs années qu'on parle de l'impact de l'industrie du textile. Donc, moi, je le vois. Monsieur, madame, tout le monde, que vraiment le message se rend. Après, est-ce que c'est parce que le message se rend qu'il y a un changement de comportement? Nous, c'est là-dessus qu'on travaille fort, moi et Thomas, à Concertation Montréal. Mais c'est sûr que il y a de par le climat social, économique, l'achat local, c'est quelque chose qu'on a fait beaucoup la promotion pendant la pandémie. Là, présentement, avec les tarifs aux États-Unis, on en reparle à nouveau énormément. Puis ça, c'est tant mieux pour notre économie locale, tant mieux pour garder les savoirs aussi au Québec, qui pour moi est très important. Et on parlait de la tendance de seconde main. C'est sûr que de plus en plus de gens essayent, testent, osent aller dans une friperie pour trouver des morceaux. Donc, ça aussi, c'est super encourageant. Mais après, de l'autre côté, à l'autre extrême, on a aussi l'ultra fast fashion qui prend de plus en plus de terrain puis ça ne s'annonce pas pour ralentir sous peu. Donc, il y a tout ça qui coexiste et les gens ont à se positionner sur eux. Ils ont envie de consommer comment? Peut-être une dernière question par rapport aux consommateurs, mais comment faire pour parler de mode durable, mais sans culpabiliser les gens? Parce que, justement, on le sait que ça va toujours rester. On va tous acheter des vêtements dans des fast fashion ou dans des entreprises et tout. Donc, c'est ça. Je vous lance la question. Ben moi, j'irais même avant de parler de mode durable, juste que plutôt que de dire aux gens de faire ou de pas faire, c'est juste qu'ils soient conscients de ce qu'ils font. Fait que les informer sur ce qu'il y a derrière un achat neuf, seconde main, fast fashion, friperie, tout ce que tu veux, mais qui a toujours un impact quel qu'il soit. Fait que juste qu'ils comprennent les tenants, les aboutissants de cet achat-là, je trouve que c'est pas culpabilisant parce que c'est de l'information, puis de les guider vers des solutions. Souvent, ce que je reproche, c'est qu'on entend beaucoup parler des campagnes très sensationnalistes sur justement les vêtements au Chili, les déserts, les trucs, les conditions de travail. Puis c'est bien, c'est de l'information, puis il faut qu'on l'ait.
mais proposer des solutions. Moi, je suis devant ça, je suis consommateur, je n'ai jamais entendu parler de ça. Je dis, qu'est-ce que je fais d'autre, tu sais? Parce que moi, il y a une campagne Shein qui me dit que c'est ça la mode accessible. Non, il y a les friperies. Mais tu sais, il faut le pousser. Puis c'est aussi ce qu'on fait beaucoup avec Janie, nous, dans la sensibilisation, là, présenter des solutions. Magazine Ta Solution, c'était ça, c'était de présenter une diversité d'avenues plutôt que de juste dire aux gens de faire et ne pas faire. Là, c'était comme... Puis pour moi, c'est comme n'importe quoi dans la vie, il y a toujours place à amélioration. Puis c'est là que les gens doivent être réalistes par rapport à leurs besoins, leur réalité, puis à ce qu'ils sont capables dans le moment présent de faire. C'est un parcours. On s'adapte toujours. On développe aussi, tu sais, nos valeurs à travers ce qu'on essaie, les essais-erreurs. Puis il y a des choses qui vont coller aux gens, il y a d'autres choses qui fonctionneront pas pour eux. Fait que les gens osent se lancer des défis, puis ça peut être extrêmement simple. C'est un peu comme les résolutions là, au mois de janvier. Là, quand on vise trop haut, non seulement on ne l'atteint pas, ça nous démotive, ça nous démoralise. Puis des fois, on met complètement notre résolution de côté parce qu'on est comme déçu de ne pas l'avoir atteint. Fait que vraiment, que les gens se lancent des petits défis qui sont réalistes puis qui célèbrent chacune de ces victoires-là. Là. Pour des gens, de consommer moins, c'est énorme dans leur réalité, c'est énorme dans leur cœur, dans leur tête. Fait que d'être indulgent envers soi-même, ça reste important. Là. Puis, justement, est-ce que vous avez des marques ou des projets locaux que vous recommandez qui s'attaquent à cette problématique-là? Nous, on est entourés au quotidien d'individus, de marques qui veulent faire les choses différemment. À Magazine Ta Solution, on a réuni une trentaine de professionnels qui appliquent différentes initiatives, différentes choses au quotidien, que ce soit dans leur vie personnelle ou dans leur entreprise. Je disais tantôt que je portais du Fabric Z, donc moi, j'adore son approche parce qu'elle fait aussi des tailles inclusives, mais elle fait du surcyclage, donc elle va en friperie, elle prend du tissu qu'elle transforme ensuite. Là, elle a une robe signature là, qui fait tellement bien à tout le monde, vraiment, allez voir sur son site. Et elle fait aussi de l'approvisionnement local de tricots produits par l'entreprise Montloup. Fait que là, ça donne des exemples de différentes façons dont une entreprise peut réduire son empreinte environnementale et aussi investir dans l'économie locale. On avait aussi avec nous en mode surcyclage, donc Cynthia Boudreau qui a élaboré un blog sur la consommation responsable de vêtements. Puis vraiment, j'invite les gens qui nous écoutent à aller le voir parce que quand on parle que il faut pas chercher la cohérence à 100%. Parce que si vous avez envie de cocher tous les critères d'éco-responsabilité d'un produit dans une entreprise qui a un modèle d'affaires aussi éco-responsable, franchement, ça devient très, très, très laborieux. Fait qu'on doit tous un peu choisir, tu sais, qu'est-ce qui priorise pour nous? Est-ce que c'est l'environnement? Est-ce que c'est justement d'investir dans notre société, dans notre économie locale? Est-ce que c'est... Non, pour moi, c'est vraiment le droit des travailleurs qui priorise surtout. Fait que je veux aussi que les gens s'enlèvent cette pression-là de faire parfaitement les choses parce que c'est carrément impossible de consommer parfaitement. Il y a aussi une enseignante du Collège La Salle qui, à travers notre activité, a animé dans ses classes de mode une activité de réparation de vêtements pour les premières années du programme, chose qui est tellement intéressante d'introduire ça. On peut penser que c'est des gens en mode, mais justement, des gens en mode, souvent, on va apprendre à faire un vêtement à partir de rien, mais là, de travailler avec l'existant, c'est super intéressant comme initiative, puis ça change aussi leur approche après du design comme tel. Donc, puis là, c'est rien ce que je viens de vous nommer, mais il y a tellement de gens qui se mettent en action de différentes façons, puis c'est ça qu'on a besoin. Il y a, tu sais, comme le dit Janie, nous, on a entouré de ces gens-là, puis on en a réuni vraiment beaucoup pour Magazine Ta Solution. Il y a quand même une aile qui est aussi une autre OBNL dans laquelle je m'investis, moi aussi, dans mon temps personnel, là, mais qui offre justement des services de sensibilisation, d'ateliers pour apprendre à coudre, développer des capacités. Fait que je trouve ça vraiment le fun aussi parce que ça permet de montrer aux gens tout ce qu'il y a derrière le surcyclage, fait que revaloriser avec des matériaux qui sont des plus pauvres et des tissus réutilisés. Il y a une raton aussi, moi, que j'aime beaucoup, Chloé, qui avec qui fait de la broderie, puis elle montre vraiment aussi comment
Il n'y a même pas besoin d'une machine à coudre, elle fait tout à la main, la réparation visible que Janie mentionnait tout à l'heure, à travers des ateliers, des get-together aussi. Puis ça, je trouve ça vraiment le fun comme activité. Fait qu'elle ouvre son chez-soi, tu sais, à des horaires précises, puis les gens viennent, puis ils brodent ensemble. Fait que ça crée aussi des petits moments de communautaire comme ça. Mais on pourra en nommer, là c'est pour nommer ceux qui nous viennent en tête tout de suite. Mais il y en a... On a tellement un bel écosystème à Montréal, je trouve, de petits designers comme ça, de petits entrepreneurs qui sont tellement motivés, puis qui sont quand même accessibles. Il y a plein de marchés, allez les voir au marché, discuter avec eux. Il y en a plein qui donnent des cours, des ateliers. Enfin, il y a plein de manières à Montréal de rencontrer des belles personnes motivées comme ça. Puis je sais qu'Une Raton aussi, elle offre des cours au cégep de Saint-Laurent en broderie. Fait que ça, c'est full intéressant. Puis je voulais aussi mentionner, il y a Charlie Hulin qui fait aussi des beaux sacs ou des pochettes pour des livres, ou en tout cas, elle a vraiment des beaux produits qu'elle fait aussi avec des matières recyclées. Fait que allez voir ça aussi. Oui, puis là, on plug beaucoup Montréal parce que nous, c'est l'écosystème principal dans lequel on a travaillé pendant les dernières années, mais on a le plaisir et la chance avec la boutique éphémère qu'on a créée, Magazine Telle Solution, de partir en tournée dans le Québec. Fait que là, on a comme hâte de découvrir ces nouvelles personnes-là pour vraiment comme pouvoir créer un réseau à l'échelle du Québec, parce que les designers, des artisans et des gens qui mettent la main à la pâte pour faire la transition écologique de ce secteur-là, il y en a partout au Québec. Puis franchement, on a bien hâte de les réunir pour travailler ensemble, puis offrir justement au grand public, offrir aux citoyens des initiatives qui leur permettent eux aussi d'embarquer plus facilement dans ce mouvement-là. Mm-hmm. Mais même moi aussi, j'ai hâte de voir les futurs, parce que je sais que je participerai pas, comme c'est pas à Montréal, mais j'ai hâte de voir celles qui vont être faites un peu partout au Québec pour, même moi, apprendre à connaître d'autres créateurs, d'autres designers, d'autres entrepreneurs, parce que c'était vraiment intéressant justement de rencontrer tout le monde cette année, puis de voir, c'est ça, d'autres personnes qui ont les mêmes valeurs, puis qui veulent mettre leur pied à terre, puis faire changer les choses. Fait que ça a été full intéressant. Puis on va en parler davantage aussi dans d'autres podcasts de toutes ces marques québécoises-là, ou de ces entrepreneurs-là à Montréal surtout aussi. Fait comme ça, vous allez pouvoir apprendre à plus les connaître, chers auditeurs. Avant de passer vers la conclusion, j'aurais une question d'une auditrice, et je trouve que c'est un peu plus pertinent avant d'entrer dans la conclusion. Donc, elle se demandait s'il y avait des endroits où récupérer, ou sinon où jeter différents textiles pour leur recyclage. C'est une excellente question. Elle n'est pas la seule à se questionner. Et malheureusement, puis je tiens, au niveau du vocabulaire, là, c'est super important de faire la différence entre le réemploi, donc qui est ce que les friperies font. Ils reçoivent des vêtements et ils les remettent tels quels en marché. Donc, c'est vraiment de réutiliser un vêtement pour sa fonction première, ce pourquoi il a été créé. Quand on parle de recyclage, on est vraiment plus dans un processus mécanique où est-ce qu'on transforme la matière. Puis là, je vous invite à penser ce qu'on met dans notre bac de recyclage à la maison, ça s'en va vraiment chez des transformateurs qui remettent les matières en état pour être capable de les réintroduire dans des nouveaux produits. Donc, probablement, c'est ce qu'elle a en tête. Est-ce que mes vêtements peuvent être défibrés ou déchiquetés pour en faire des nouveaux produits? Actuellement, justement, on n'a pas à la maison un bac où est-ce qu'on peut mettre notre textile puis qui est ramassé à cet effet-là. Et c'est pas des industries qui sont encore développées à l'échelle de la province. Il y a présentement des projets, des initiatives très précises qui le testent. Donc, on est vraiment au balbutiement. Tu sais, quand on parle justement de fast fashion, c'est une nouvelle problématique. Cette surconsommation-là et cette disposition rapide des vêtements, c'est nouveau. Fait que nos infrastructures n'ont pas évolué en même temps que cette problématique-là a évolué, qui a évolué très rapidement aussi. Donc, on est encore en train de développer ces infrastructures-là pour gérer les rejets textiles. Donc, la réponse très, très plate présentement, c'est que vous les donniez en friperie, tout ce qui ne peut pas être revendu, qui n'est pas en bon état, ou que vous les mettiez dans votre poubelle présentement. On n'a pas d'autre alternative que de les envoyer à la poubelle. Puis,
Ça, c'est présentement. On s'en parlera dans 4 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. La réponse sera probablement différente. Et là, bien, probablement que l'invitation sera vraiment de dire ne mettez pas ça dans votre poubelle. Amenez-les à des points de collecte précis. Mais pour l'instant, c'est la réponse plate. Puis c'est pour ça que j'invite vraiment les gens à utiliser le plus possible leur créativité, à être ingénieux avec la matière textile parce qu'on veut quand même la détourner de l'enfouissement, on veut lui donner un maximum de vie, mais à l'échelle infrastructurelle au Québec, on n'est pas capable actuellement. Puis, ben, ça a peut-être un peu rapport, mais justement, est-ce qu'il y a un changement qui vous donne un peu plus espoir en ce moment dans l'industrie de la mode et du textile? Ben moi, ce qui me donne espoir puis qui me motive vraiment, c'est voir à quel point on a des entreprises motivées autour de nous. Là, je me répète un peu, mais il y a tellement d'entrepreneurs qui sont pleins de volonté, pleins d'énergie, pleins de motivation, qui croient tellement leur mission, qui croient tellement le collectif, qui croient tellement à leurs valeurs. Puis je me sens extrêmement chanceux de travailler avec ces gens-là, puis qui nous offrent de leur temps, qui offrent leur énergie aussi. Tu sais, c'est beaucoup de bénévolat, c'est pas beaucoup de bénéfices, hein, ces entreprises-là, mais ils sont toujours là, toujours motivés à sensibiliser le consommateur, à créer des collaborations, à essayer de changer les choses. Là, c'est les petits réenchanteurs. Moi, je les appelle réenchanteurs et réenchanteuses. Il y a un livre super le fun dont j'oublie le titre là, qui mentionne ça. Mais ils cherchent vraiment ils y croient. Ils croient à cette vision à laquelle on croit nous aussi. Puis c'est extrêmement motivant et plein d'espoir. Et à laquelle plusieurs aussi consommateurs y croient. T'sais. Moi, l'intérêt pour cette thématique-là, je la trouve tellement encourageante. Donc, dans les médias, par exemple, on en entend beaucoup plus parler et ça peut que être favorable pour générer des changements sur le court terme. Et on a eu une autre petite question entre-temps d'un auditeur. Donc, on m'en a un peu parlé, mais c'est vrai qu'on n'a pas approfondi sur le sujet parce qu'on pourrait en parler, je crois, pendant des heures. Mais la personne se demandait, c'est quoi la matière première qui est la plus écologique à produire? Est-ce que c'est le coton, la soie? Et c'est ça, il se dit que ça peut peut-être être utile pour ses futurs achats, justement, de reconnaître c'est quoi qui est peut-être de meilleure qualité. Juste dans ce que tu viens de dire, là, il y a différents éléments. T'sais, on entend d'une meilleure qualité. Fait que là, on parle d'une fibre durable. Là, je comprends aussi qu'il y a un aspect environnemental à sa question. T'sais, quelle fibre peut être la meilleure? Est-ce que là, on parle au niveau de sa production, générer le moins d'impact au niveau de sa production, générer le moins d'impact en fin de vie? Donc, je nomme ça parce que c'est une question qui revient souvent, c'est quoi la fibre parfaite? Puis comme tout dans la vie, il y a des avantages et des désavantages pour chaque chose. Mais c'est sûr qu'on dirige beaucoup les gens vers des matières naturelles. Comme ça, on s'éloigne des énergies fossiles qui sont extrêmement polluantes. Moi, j'invite aussi beaucoup les gens à acheter du monomatière, chose qui est assez difficile quand même. Si vous regardez les étiquettes de composition, on a souvent plus d'une matière dans un vêtement pour aller chercher justement un peu des propriétés de chaque matière, le meilleur de chaque matière. Mais quand on a des mélanges de matières au niveau du fameux recyclage dont on vient de parler, ce développement-là de cette filière dans la mode, le recyclage, bien, ça devient plus complexe parce qu'il faut séparer les matières. Donc, la réponse courte que présentement, je vous dirais, parce que ça aussi, ça évolue les matières, le coton biologique. Le coton biologique est pas mal une superstar, mais c'est ça. Ça occupe des terres arables. Il y a des réalités qui viennent avec le coton, l'utilisation de l'eau, mais à l'inverse du coton traditionnel qui utilise énormément de pesticides et d'engrais très, très, très polluantes, dommageantes pour nos terres. Le coton bio, là, on est vraiment avec une production plus respectueuse de l'environnement et des gens qui la produisent. Puis, est-ce que, un peu aussi par rapport à ça, vous avez une astuce mode un peu écologique que tout le monde devrait connaître? Ben moi, mon astuce mode, c'est plus une astuce de stylisme. Okay. Parce que, pour moi, ça peut paraître bizarre de dire ça, mais c'est pas tant qu'est-ce que tu achètes, c'est comment tu l'utilises. Et je suis dans l'école de pensée qui est
il y a beaucoup de ressources qui ont été nécessaires pour produire ce vêtement-là. Donc, nous avons le devoir de l'utiliser le plus possible pour, d'une certaine façon, rentabiliser les effets négatifs qu'il a eu sur l'environnement et la société. Puis, pour vrai, c'était pas prévu, mais aujourd'hui, ce que je porte est un bon exemple de mon astuce de styliste. Puis, Maïra, tu me diras ce que tu en penses. Mais on vit dans un pays nordique, on a souvent des garde-robes été ou hiver. Puis pour les femmes, bon, on tombe rapidement dans les trucs très colorés, les prints, les camisoles, les robes à petites bretelles l'été. Et ben moi, c'est tous des vêtements que je trouve très beaux dans ma garde-robe puis que j'ai envie de porter plus que 4 mois dans l'année. Fait ce que je fais, c'est que je mets souvent des chandails, soit un T-shirt en dessous, soit un chandail à manches longues avec un col montant, en dessous de mes robes à petites bretelles ou mes camisoles à petites bretelles pour faire en sorte que je puisse porter ces vêtements-là plus souvent dans mon année et donc de maximiser l'empreinte qu'ils auront eue, de pouvoir, à vrai dire, la réduire en quelque sorte. Mais je trouve que c'est une bonne idée, puis je suis du même avis que toi, que moi aussi, j'ai quand même, j'aime beaucoup mettre justement des camisoles, puis ben je vais les porter l'hiver aussi parce que je trouve ça un peu poche de les laisser là à attendre que l'été revienne quand l'été est très très court comparé à l'hiver. Fait que je fais un peu les mêmes choses, tu sais, mettre une camisole en dessous d'un tricot, puis tu sais si le tricot tombe un peu, ben la camisole va paraître ou fait que je pense que c'est des bonnes astuces d'essayer de jouer avec ça puis le layering si je peux utiliser cette terminologie là. Fait que oui, c'est une bonne astuce. Thomas, est-ce que toi t'avais une petite astuce pour nous? Ben, tu sais, moi, je resterai vraiment avec ma méthode bisou, là. Facile c'est short efficace. answer, là, mais c'est vraiment... Super. Et j'ai 2 petites questions pour conclure. Quel est le pire achat que vous avez fait ou est-ce qu'il y a un achat que vous regrettez? Moi, c'est pas un achat, mais là, je vais aller peut-être un peu ailleurs. Je crois que je t'ai jamais raconté ça, Janie, non plus, mais moi, quand je travaillais avant qu'on sorte sur Montréal, quand je travaillais en mode, là, c'était vraiment un plus cliché, là, comme système, un peu Devil Wears Prada, là, tu sais, les soirées pour n'importe quelle occasion, puis tout. Et j'avais un complexe complètement infondé, comme tu l'as mentionné tout à l'heure d'ailleurs, de tout le temps avoir une tenue différente. J'étais comme, ça se peut pas, ils vont se dire, il a qu'un seul vêtement. Et c'était des moments de panique, mais il aurait fallu que je filme ça, là, c'était vraiment drôle, où je courais dans une friperie pour trouver un truc, puis oh mon Dieu, ça va le faire. Puis là, je découpais des vêtements pour me faire un nœud autour ça avait aucun sens. Promis, il n'y a pas un de ces vêtements-là que j'ai reporté, je pense. Puis j'ai fini par m'en débarrasser. Puis avec le recul, c'est ridicule. C'est vraiment drôle, mais je comprends totalement. Ouais. On apprend de nos erreurs. Ben oui, c'est ça, puis tu sais, ça en prend, là, mais c'est beaucoup d'achats pour rien. Donc, puis tous ces achats-là, je les regrette. Puis je trouve qu'aussi, je me pliais à une esthétique qui n'était pas nécessairement la mienne pour répondre à chaque occasion. Puis c'est des choses qui me mettraient extrêmement inconfortable aujourd'hui, que ça me viendrait même pas l'idée de faire. Fait que je ne recommande à personne, puis ça ne vous mènera nulle part, vous ne vous sentirez même pas bien dans votre soirée, puis vous vous retrouvez avec des vêtements dans votre garde-robe que vous ne voulez pas. Merci pour ton partage. Ben moi aussi, ça va dans le même sens qui est occasion spéciale, mais plus précisément Noël. Noël est un marché en soi pour la mode. Donc, il y a souvent des collections de Noël avec une quantité faramineuse de paillettes. Et j'ai déjà acheté des kits de Noël avec tellement de paillettes que je n'ose jamais remettre ça dans un autre contexte que Noël. Puis là, après, on s'entend, vient l'idée de, ben là, tu veux pas avoir le même kit à toutes les Noëls. Fait que ça, c'est les achats que je regrette profondément. Et depuis, ben je réalise que juste mes vêtements propres, normales, font la job à Noël. Est-ce que c'est quelque chose que je vais mettre dans mes cheveux pour un peu plus d'éclat, de paillettes, de lumière? Est-ce que c'est mon maquillage? Mais je vais jouer avec d'autres choses que des vêtements que je vais porter une seule fois. Et je trouve ça aussi intéressant, là, dans la dernière année est sorti le livre « Rien de neuf », écrit par Marie-Michel Larrivée, qui justement adresse ces occasions-là, les mariages aussi. Hein, il y a beaucoup de pression au mariage pour acheter une nouvelle robe, ou sinon quand on change de job, des fois on a l'impression qu'il faut changer notre garde-robe au complet. Donc le livre « Rien de neuf » nous permet de penser ces occasions-là de façon différente, puis de se tourner vers des choses que soit on a déjà ou des modèles alternatifs de consommation versus l'achat de vêtements neufs.
Mais tu parles de mariage, mais ça me fait penser, moi, mon bal des finissants de secondaire 5, tu sais, fallait avoir la grosse robe, puis tout le kit avec les chaussures, et puis là, il y a ma cousine qui va finir son secondaire 5 dans 2 mois et que je la vois faire le même processus que moi, j'ai vécu. Puis, tu sais, cette robe-là, je l'ai portée une fois et je ne l'ai jamais reportée. Oui, c'était une petite boutique à Montréal, mais c'est quand même... C'est ça. Je trouve qu'on met tellement d'emphase sur les balles et pourquoi. Tu sais, oui, je comprends se mettre chic, mais on dirait que avec du recul, j'aurais pas dépensé un 300$ sur une robe de bal que c'est ça. Je vais mettre une seule fois. Fait que ça serait drôle de voir une année un bal avec juste des vêtements que tu as chez toi et qu'est-ce que tu peux faire pour cet événement. Puis, pour finir, est-ce que, en fait, si vous aviez un message à faire passer à ceux qui vous écoutent et qui veulent faire mieux, ça serait quoi? Ben moi, j'invite vraiment les gens d'y aller par étapes, au risque de me répéter, là. Puis aussi, tu sais, le vêtement, c'est un produit de consommation parmi tant d'autres. Si pour vous, le vêtement, c'est trop difficile, c'est trop sensible, c'est trop émotif, si vous êtes incapable de changer quelque chose au moment présent, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous pouvez changer pour réduire votre impact sur l'environnement dans d'autres sphères de votre vie? Moi, de la façon dont j'ai travaillé un peu mes changements, mes habitudes de consommation, mes changements de consommation, c'est j'aime bien le penser par pièces. Pour moi, c'était plus facile de commencer par l'alimentaire, de réduire mon apport en viande, d'aller acheter un petit peu plus de vrac, d'acheter des produits locaux, m'abonner à un panier. Plus facile que le textile au début, le vêtement qui est mon plaisir, mon dada. Il m'a fallu plus de travail pour attaquer cette pièce-là chez moi. Pour la salle de bain, produits cosmétiques, c'est facile de les accumuler. On a beaucoup d'emballages de plastique aussi. Donc, si vous n'êtes pas encore rendu à faire des changements dans votre garde-robe, je suis certaine qu'il y a d'autres changements que vous êtes capable de faire pour réduire l'impact que vous avez sur l'environnement. Puis, en fait, j'ai pensé même à une autre petite question, mais vous, est-ce que vous avez des défis dans votre garde-robe? C'est ça. Moi, j'ai un défi qui est une pure déformation professionnelle, qui est que l'accumulation m'oppresse, puis ça devient vraiment un problème psychologique grave, la demande à mon chum. Je ne supporte plus posséder trop de trucs. Puis c'est vraiment less is more. Là. J'essaye de réduire au maximum. Puis là, je teste un truc en ce moment. Je teste une application. Fait que c'est mon défi. C'est mon défi personnel là, que je me lance pour l'été. Ça s'appelle Save Your Wardrobe. Excusez mon anglais. Qui permet justement de rentrer tout. Puis tu sais, c'est vraiment cute. Hein, ça détourne ton vêtement. Là, fait que tu rentres tous tes vêtements, tu peux rentrer d'où il vient, la composition, où tu l'as acheté. C'est comme on mentionnait tout à l'heure. Là, moi, j'aime bien savoir me souvenir d'où je l'ai acheté, etc. Puis ça te permet de créer aussi après tous tes kits. Fait que tu peux voir le nombre de kits que tu peux créer. Fait que moi, j'utilise comme un outil pour voir combien de kits tu peux créer avec le moins de vêtements possible. Mais ouais, c'est des petites astuces comme ça. Je vais voir ce que ça donne. Là. J'ai pas encore testé, mais... Tu nous donneras l'application, comme ça vous allez pouvoir la retrouver dans la bio s'il y a des gens qui veulent essayer aussi de faire un petit ménage et de voir un peu plus qu'est-ce qu'on a. Parce que c'est une parenthèse, mais dans ma chambre, j'ai des racks pour accrocher mes vêtements parce que souvent, ce qui se passait, c'est que ils étaient tous pliés dans une commode et je les revoyais plus pendant 2 ans et un jour, je les ressortais puis j'étais comme « Ah ben oui, j'ai ça ». Fait que ça m'aide vraiment d'avoir des racks pour voir exactement ce que j'ai puis de me dire « OK, ben ça fait 2 ans que je l'ai porté, ben ça veut dire que pourquoi c'est là, tu sais, c'est une place de trop dans justement un petit endroit souvent que, tu sais, si on est en colocation, ben on n'a plus toute la place comme on avait chez nos parents. Fait que c'est ça, ramener au plus minimaliste. Moi, dans mes tiroirs, j'utilise la méthode de Marie Kondo, qui est de ne pas les empiler justement un par-dessus l'autre parce qu'en effet, on oublie tout le temps ceux qui sont au fond de la pile, mais de les mettre plutôt à la verticale, de les plier à la verticale. Là. Puis c'est ça, Marie Kondo était très populaire juste avant la pandémie. Je pense que beaucoup de gens ont écouté la série. Donc, il y a des astuces intéressantes là, à prendre pour s'assurer de bien voir ses vêtements, puis aussi de ne pas les endommager parce qu'on les froisse d'une certaine façon. Moi, mon défi actuel... avec un peu de recul dans la vie, on est capable d'identifier justement des choses qui sont un petit peu plus challengeantes ou mieux identifier nos besoins. Et malheureusement, moi, j'ai beaucoup de vêtements. J'ai trop de vêtements.
Puis je dis tout le temps que la meilleure façon d'utiliser un vêtement, c'est de le porter souvent. Puis je ne suis moi-même pas capable de faire ça parce que ma réalité est que j'ai quand même des fluctuations de poids dans la vie qui sont pas énormes, mais pour tous ceux et celles qui portent un jeans, on le sait rapidement quand notre poids fluctue et ça fait en sorte qu'on doit le relayer au placard pendant un moment parce que peut-être que ça va revenir. Dans mon cas, moi, ça fluctue, donc ça revient. Fait que j'essaie d'acheter mes vêtements en fonction. Je sais que c'est ma réalité. Donc, un peu plus de taille avec un élastique. J'ai aussi grandi dans une mode où est-ce que les vêtements étaient assez ajustés. Donc là, je me permets d'aller vers des vêtements qui sont quand même, qui ont un peu plus d'espace, là, sans acheter une taille de plus, c'est pas du tout ça, mais des vêtements qui sont pas trop moulés sur le corps, donc qui, là encore, me permettent de pouvoir avoir un plus 5 livres, moins 5 livres, puis le vêtement me fait encore, puis il me fait aussi bien, hein, parce que le but, c'est pas juste que le vêtement vous fasse. Si vous fait pas bien, vous n'allez pas avoir envie de le porter. Si vous n'êtes pas confortable, vous n'allez pas avoir envie de le porter. Fait que moi, j'ai identifié qu'est-ce que je cherchais dans un vêtement pour qu'il puisse s'adapter à mes fluctuations de poids. Et là, je tente d'adapter ma garde-robe, du moins chaque morceau qui rentre, est pensé de cette façon-là. Puis je pense que c'est un défi quand même partagé par, après, je sais pas pour les hommes, mais par beaucoup de femmes quand même qui... J'en entends beaucoup, tu sais, j'ai travaillé en styliste, puis ça arrive à beaucoup de femmes, c'est ça, des grandes fluctuations de poids comme ça, puis c'est pas toujours facile tout seul de savoir, OK, qu'est-ce que je fais quand ça arrive, fait que c'est ça, n'hésitez pas à demander des conseils ou à essayer certaines choses quand ça arrive, faut pas avoir peur, faut pas avoir honte de ça arrive à tout le monde, puis je crois que c'est justement en parlant qu'on va un peu arrêter que ça soit un tabou, ces fluctuations-là. Donc, merci beaucoup pour cette belle entrevue. Mais avant de terminer tout ça, j'ai la dernière question du podcast, la pièce à sauver. Donc, le principe est simple. Si vous deviez déménager sur une île déserte, quelle est la pièce dans vos vêtements ou vos accessoires que vous aimeriez amener avec vous? Mes bijoux. Impossible de partir sans mes bagues, mes bracelets, c'est impossible. Je fais une crise de panique, je pense. C'est vrai que je te vois toujours avec ces beaux bijoux-là. Toujours. Oui. Ah, mais pour vrai. Puis là, je les ai pas pour les besoins du podcast, là, mais ça m'arrive d'en oublier. Je fais le demi-tour. Je rentre chez moi, puis je les prends, puis je repars. C'est impossible. Mais je te comprends. Moi aussi, des fois, je vais à un resto, puis je suis comme, oh, j'ai oublié de mettre mes boucles d'oreilles. Puis là, je me sens pas bien. Je me sens nue. Je suis comme, voyons, j'ai oublié une partie de mon... Puis quitte à plugger un dernier truc, on n'a jamais parlé d'accessoires pour éviter de les accumuler. Moi, je mets que des accessoires que je peux porter tous en même temps. Pour éviter d'avoir, tu sais, après, tu sais pas lequel mettre, puis là, il y en a trop, puis tout ça. Fait que tout ce que j'ai, généralement, j'en ai un ou deux de plus, là, mais c'est... Un kit de bijoux. Ouais, c'est un kit. Puis si j'achète un bracelet, il doit aller avec les autres. Tu sais, c'est comme tout un process. Très cool. Moi, je pense que c'est une question qui me crée de l'anxiété. C'est une question qui me crée de l'anxiété. Je suis en train de me dire, crime, ça serait vraiment intéressant d'avoir un vêtement 100% chanvre si je suis sur une île déserte. C'est résistant, ça s'adapte bien comme aux températures. Puis là, je suis en train de me dire, j'ai pas de vêtements 100% chanvre dans ma garde-robe. C'est une fibre qui est pas facile à trouver, même si elle est vraiment géniale. Donc, qu'est-ce que j'amènerais sur une île déserte? Bien, je suis assez fan des gros pulls. Des gros pulls, j'ai des gros pulls que j'accumule dans ma garde-robe. Puis là, je dis j'accumule parce que c'est ça, ça prend de la place. Hein, fait qu'on les voit vite s'accumuler, même si j'en ai pas beaucoup. Oui, puis souvent, c'est aussi juste l'hiver qu'on les porte, puis... Ben de la même façon que mes robes, j'essaie de porter mes choses 4 saisons. Donc, de plus en plus, l'été, je mets des pulls. Okay. Tu sais, à la place de mettre un manteau ou une veste, ben ça va faire la même chose si je mets mon pull. Fait que c'est comme, ça peut paraître très illogique d'amener un pull sur une île déserte, mais je suis certaine de ne pas avoir froid la nuit. C'est peut-être c'est peut-être une île déserte en Antarctique ou quelque chose, on sait jamais, tu sais, ça peut... Mais merci beaucoup de votre présence, ça a été super pertinent et j'ai beaucoup apprécié mon moment avec vous, puis c'est ça, ça donne encore plus envie d'en apprendre plus et de creuser pour ma part pour être bien informée sur c'est ça, même les fibres ou quoi lire sur les étiquettes des vêtements. Donc, merci beaucoup pour c'est ça, d'avoir participé aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, Mayra. Et si jamais vous voulez continuer à suivre les projets de Magazine Ta Solution dans les autres régions de Montréal, je crois que vous pouvez aller sur le site de Concertation Montréal
et vous allez trouver où est-ce que ça se passe, quand ça se passe. Effectivement, puis n'hésitez pas à nous suivre sur nos LinkedIn respectifs aussi. C'est quand même là qu'on met beaucoup d'informations par rapport à nos projets. Il y a d'autres projets chez Concertation Montréal, donc pour éviter de louper l'info, ce sera le meilleur moyen. Plus efficace. Donc, vous allez pouvoir retrouver en bio les réseaux sociaux de nos 2 invités et l'application aussi que Thomas nous a parlé. Donc, ne manquez pas ça. Merci d'avoir écouté Maman Mode, ton rendez-vous mode entre découverte et style. À très vite pour un nouveau moment.